d'Harry Potter, porté en direct par l'Orchestre symphonique de Québec. Et assurément, ça peut raviver des souvenirs pour plusieurs, je pense. Le film est sorti en 2001. Moi, je suis vraiment de la génération Harry Potter. Alors, quand j'ai vu ça, la nostalgie était palpable. Et surtout quand c'est porté par un orchestre symphonique, l'expérience est totalement bonifiée. Il faut savoir que le film, il dure à peu près un peu plus de 2h30, donc c'est très exigeant également pour les musiciens. Et puis, bon, la voix des comédiens, on les entend. La musique a disparu du film, mais on la voit en temps réel, vraiment devant nos yeux, portée par 80 musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec. J'étais aux répétitions ce matin. 81 musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec sont plongés dans le répertoire du compositeur John Williams. Ils joueront devant public l'entièreté des partitions du premier film d'Harry Potter pendant sa diffusion sur grand écran. C'est la musique qui est difficile, qui demande techniquement, c'est très virtuose, ce que John Williams demande, entre autres dans Harry Potter. Mais c'est aussi la concentration parce qu'on n'a presque pas de pause, on est toujours en train de jouer. John Williams exploite vraiment tout l'orchestre dans cette partition. Le chef d'orchestre, Evan Mitchell, connaît le film par cœur. Pour suivre l'histoire, il utilise un métronome visuel afin de bien diriger ses musiciens. Il dirige seulement à l'image, donc il voit les images défiler devant lui, il a comme un petit écran. Puis à ce moment-là, il sait où démarrer tout ça, puis il est toujours synchro. Puis la musique est omniprésente, c'est pratiquement comme si la musique était un personnage. J'ai vraiment grandi avec Harry Potter, donc le fait de jouer cette musique-là, c'est quelque chose de spécial. Toutes les fois qu'on entend les petits thèmes et les petits trucs, c'est sûr qu'il y a des frissons. On a un petit peu la chair de poule d'entendre tout ça parce qu'on sait ce que ça signifie. Et de faire partie de ce groupe-là, c'est ça qui est intéressant. L'OSQ remarque que les ciné-concerts sont de plus en plus populaires. Une supplémentaire a été ajoutée. J'ai l'impression que là-dedans, les gens viennent chercher le contact humain. Quand les gens vont voir les musiciens jouer pendant le film, ils vont voir que, OK, c'est ça, la musique dans ce film-là, puis ça demande quand même beaucoup de travail. Avec le récent décès de l'actrice Maggie Smith, il y aura sans doute une pensée spéciale lors des scènes avec la professeure McGonagall. Vous l'avez peut-être remarqué dans le reportage, le film est présenté en anglais, mais il y a bien évidemment donc des sous-titres en français. Donc il y a une représentation demain soir, après-demain soir et également samedi en après-midi. Il reste quelques billets, mais pas tant que ça. OK. À partir du moment que vous venez de le dire, il n'en reste plus. Ou presque. Le nouveau film de Félix Rose prend l'affiche la semaine prochaine? Oui, La bataille de Saint-Léonard prend l'affiche le 11 octobre prochain. C'est un film qui avait été présenté au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Et puis, donc, le réalisateur, cette fois-ci, nous invite vraiment dans des événements qui se sont déroulés à la fin des années 60 au Québec et qui ont mené à l'adoption de la charte de la langue française, donc la loi 101. Et Félix Rose, là, nous en dit tout simplement un peu plus sur ce pan de l'histoire du Québec qui est un peu méconnu. Mon père a dit « Non, il n'y a pas question. On va se battre. » Félix Rose, La bataille de Saint-Léonard, c'est un film documentaire qui vous permet de parler d'événements qui se sont passés à la fin des années 60 au Québec. On remonte juste avant votre précédent film sur Les Roses qui nous parlait des felkistes. Pour vous, c'était une suite logique d'aller en amont? Oui, parce que quand j'ai fait Les Roses, là, je suis devenu un peu obsédé par cette période-là. Puis j'ai raconté l'histoire de mon père. Puis mon père, il a milité à Saint-Léonard. Il était des manifestations. Puis quand c'était la langue dans on fait un pour des personnages le passé pour mieux comprendre le présent. Oui, c'est un film documentaire qui est assez intéressant puis qui nous permet de découvrir aussi des personnages importants qui sont vraiment méconnus du public. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Ouais, une page d'histoire qu'on connaît moins. Ouais. Le milieu de la culture au Québec se mobilise pour dénoncer une baisse de son financement par le gouvernement. En fait, il y a 17 organisations du milieu culturel qui se sont unies pour former le Front commun et veiller à la pérennité en fait, du milieu culturel. Et les demandes sont assez claires. Je vous invite à regarder le tableau. Ce qu'on veut, c'est que la culture doit devenir une priorité pour le gouvernement. On veut porter à 200 millions de dollars le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec parce que présentement, il ne fait que baisser là, dans les dernières années. On veut aussi indexer les programmes et les subventions du calque et bien sûr consolider les budgets. Donc les organismes en culture, vraiment aujourd'hui, ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a une urgence d'agir selon eux.
Ça a été très décevant pour l'ensemble des clientèles. Il y avait des exercices très importants qui étaient à faire par nos organisations. On avait besoin que le gouvernement soit derrière nous. La situation est de plus en plus critique. Les salaires des artistes ne font que baisser. Leur situation économique ne fait que s'aggraver. Oui, et on parlait du salaire là, des acteurs dans le milieu culturel. Le salaire moyen est quand même de 20 787 $ par année. Donc, on s'entend, c'est très peu. Il y a également une lettre ouverte qui a été signée par plus de 300 artistes aujourd'hui. Donc, à voir là, par la suite, dans les prochains mois, si ça va avoir une répercussion sur les décisions gouvernementales. Et puis aussi, on vient d'apprendre la nouvelle, c'est Daniel Pinard. Il avait 82 ans. On a malheureusement appris son décès. Donc, c'est vraiment un personnage qui a marqué le paysage télévisuel pendant des décennies, notamment à Radio-Canada, à Télé-Québec. Et puis, bon, les plus jeunes le connaissent pour ses émissions de cuisine, mais aussi des rendez-vous d'affaires publiques, des grandes émissions comme Le Point, par exemple. Donc, voilà. Merci, Alicia. Bonne soirée.